Bien, merci d'être venu à cette conférence qui, comme Jean-Paul Bedbez l'a dit, bien entendu la meilleure. En tout cas, ça va être Top Gun, vous allez voir. Fonder l'entreprise du 21e siècle, c'est évidemment une question centrale au moment où les rencontres économiques d'Aix-en-Provence s'interrogent sur l'investissement, parce que c'est quand même l'entreprise principalement qui investit. On est dans un univers bousculé par la révolution numérique, par des nouveaux business models disruptifs, comme on dit, Blablacar, Airbnb, etc. Toutes ces nouvelles entreprises qui n'existaient pas il y a encore quelques années sont en train de bouleverser et de changer, de venir menacer même des secteurs traditionnels. Je ne parle pas de Google, Facebook, enfin tous ces secteurs de l'économie numérique. De façon plus générale, toutes les entreprises, à mon sens, et d'ailleurs, puisque je ne me suis pas présenté, je travaille pour la Tribune, on s'interroge, nous, beaucoup sur cette question, finalement, comment l'entreprise, au XXIe siècle, doit se positionner. Est-ce que la question qu'elle doit se poser, que tous les dirigeants doivent se poser, c'est comment survivre dans un environnement qui change tout le temps, où tout s'accélère? Où est-ce qu'elle doit investir? Comment attirer les talents? Comment développer l'innovation? Comment travailler en mode collaboratif? On voit bien que tous les nouveaux outils, les plateformes, le web, etc., changent le fonctionnement de l'entreprise. On est beaucoup moins dans un monde vertical, mais dans un monde de plus en plus plat, de plus en plus horizontal. Il faut nouer des alliances, on travaille en collaboratif, et bien évidemment, il faut prendre en compte le futur. Le XXIe siècle, c'est les générations futures, c'est donc le développement durable, l'écologie, tout ce qui est socialement responsable. Voilà ce dont nous allons parler au cours de cette session, avec des intervenants remarquables, avec donc Jean-Paul Bedbez qui fera quelques remarques dans quelques instants pour le Cercle des économistes, Arun Sudharajan qui est à la New York University, qui est un des spécialistes mondiaux de toute cette nouvelle économie innovante. Il a beaucoup écrit sur les conséquences de cette nouvelle économie et notamment l'économie du partage. Arantxa González qui est à l'International Trade Center, qui est également une spécialiste de ces questions-là, y compris dans la prise en compte dans les pays en voie de développement ou les pays émergents, on dit aujourd'hui. Alexis Marot-Desgrottes, qui est chez Auric Rambaud-Martel, qui est, sera notre juriste, parlera tout à l'heure de quelle loi internationale pour les entreprises dans cet environnement. À mes côtés, Bing Xiang, qui est à la Sheng Kong School of Business, et donc qui est à Pékin, Shanghai, etc., nous dira si l'entreprise du XXIe siècle sera forcément chinoise. Mark Dixon, qui est le fondateur, qui est un entrepreneur, qui est le fondateur de Regus, et qui est un amoureux de la France et du rosé, puisqu'il en est un des exportateurs, nous parlera de son expérience d'entrepreneur et des conditions pour continuer à développer les entreprises dans ce contexte. Philippe Val, qu'on ne présente pas, qui est président du groupe La Poste, nous dira non seulement si La Poste, mais bien entendu c'est le cas, est une entreprise du XXIe siècle, mais nous dira à quelles conditions. Et enfin Olivier Klein, qui est le patron de la BRED et qui est professeur d'économie à HEC, conclura cette table ronde. On va essayer de tenir un temps de parole d'environ 5 à 7 minutes par personne, et ensuite laisser la place le plus longtemps possible au débat et à vos questions. Donc je passe tout de suite la parole à Jean-Paul Bedbez pour quelques remarques introductives. Oui, bonjour mesdames et messieurs. La différence entre hier et aujourd'hui. Hier, c'était l'investissement et nous avons passé toute la journée à travailler sur l'investissement. D'abord, évidemment, son importance pour la croissance et pour l'emploi. Évidemment aussi des questions sur sa nature, sur sa complexité, sur sa diversité croissante et sur les risques qui y sont attachés. Et donc hier, on s'est dit, il nous faut de plus en plus d'investissements, même si c'est de plus en plus compliqué, même si c'est de plus en plus diffus, même si c'est de plus en plus risqué. Et aujourd'hui, on se dit dans cette session, mais où et comment va se faire cet investissement ? Puisque l'entreprise, c'est le lieu de décision, d'analyse, de calcul, de vérification de l'investissement. Donc, entre hier, qui est « il nous faut investir pour sortir d'affaires » et aujourd'hui,
où et comment, dans quelle structure investir, c'est donc le lien qui se fait. Et on voit bien que l'investissement change, mais la structure qui est l'entreprise change également. Et la question est, comment change cette entreprise, comment change cette organisation, et est-ce que cette organisation qui change sera à même de traiter l'investissement qui change? Est-ce que nous avons donc une évolution de la structure qui correspond d'une certaine manière à l'évolution de la nature des investissements, des choix, des décisions que nous devons prendre? C'est pour ça que nous aurons toute une série de décisions et de présentations sur la forme de cette entreprise. Est-ce qu'elle sera plate ou pas plate? Comment est-ce qu'elle va s'organiser? Comment elle va se structurer? Est-ce qu'elle est une chaîne de valeur? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des frontières précises? Est-ce qu'elle a des limites? Ou est-ce que c'est une sorte d'écosystème, d'ensemble assez flou? Est-ce que c'est un réseau? Qui dirige de cette entreprise? Comment va-t-on organiser? Donc hier, c'était ce qu'il nous faut faire. Aujourd'hui, c'est avec qui, dans quelle structure, comment. Aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. Merci. Merci Jean-Paul. Je passe tout de suite la parole donc à Arun Sundararajan pour 5 à 7 minutes de présentation. Cette économie disruptive qui donc est en train de tout changer. Hello. Okay, thank you. Thank you for your kind introduction. I'm delighted to be here. Such a beautiful place to have a sort of a intellectual discussion of this kind. When I was a graduate student, I read a lot of Herbert Simon, and I remember one of his papers describing how if an alien from Mars observed Earth's economy, it would look very little like a market economy, because most of the economic agents would be within firms, and the market transactions were between organizations or between firms rather than between individuals. However, since the early days of the internet, we've been anticipating a fundamental restructuring of the 20th century economy, taking us from Simon's organizational economy to more of a market economy. The thing is that the impacts of technological progress, and especially of progress in digital technologies, on the scope and intensity of organization-backed activities are twofold. On the one hand, they create the possibility of more market transactions because they lower transactions costs, mostly search costs and information asymmetries. But on the other hand, they also lower the costs of managing large organizations, creating the possibility of growth in the scale and scope of firms. So we have witnessed over the last couple of decades a growing popularity in different matrix or networked organizational forms. They aim to create agile and reconfigurable teams that come together, work on projects, and disband, all operating within the shell of a traditional hierarchy. But what is equally interesting, and perhaps more important and potentially very transformative, is the emergence over the last decade of digitally enabled institutions that facilitate a greater variety of direct economic exchange between individual economic agents. And they dramatically increase the complexity of the business environment. So in a decade or so, we may look back on 20th century organizations fondly, sort of reminiscing about the simplicity of the economy of the last century. So I see these institutions as representing a new market firm hybrid. They centralize certain layers of transactions, like branding, trust, and payments, while decentralizing others, like pricing, supply infrastructure, and service provision. Examples of such platforms include Airbnb, which has over 500,000 suppliers but under 1,000 employees, Uber, a 5-year-old company that was recently valued at $17 billion, Etsy, which has over 1 million sellers, enables an open production system, and BlaBlaCar, which only this week closed a venture capital round of $100 million and is building a global transportation network with almost no infrastructure investment. They also include equity crowdfunding platforms like AngelList and KissKissBankBank that allow individuals to make investments previously largely available only to institutions. And these could disintermediate a number of financial service organizations, especially in emerging markets and sort of countries like India and China. Today, more than 20% of the US workforce is freelance, not employed by a traditional organization.
It's like 40 million people. This number is growing rapidly, fueled in part by the creation of such platforms and the economic opportunities that they create. These platforms can be an important gateway to innovation, perhaps even shifting some of these innovative activities out of the organization. So what we're witnessing in parallel because of these platforms is a dramatic increase in what some people call micro-entrepreneurship, like small-scale entrepreneurship, some of which will be the gateway to creating traditional organizations, traditional large companies. But a big fraction of economic activity in the coming years could, in equilibrium, simply remain within these platforms, within these market firm hybrids. Much like the employment changes in the past fueled the growth of companies like Regus, we have seen significant expansions in co-working spaces over the last year in New York and Paris alike. Now, the emergence of these new open supply systems has raised a familiar debate about whether the optimal ownership structure of such a platform is a shareholder corporation or a worker cooperative. I think this is a particularly challenging discussion for markets that have emerged out of a shared desire from suppliers to be more socially responsible or to create greater sustainability in their models of business. Perhaps in this regard, there are lessons that can be learned from the credit unions and cooperatively owned banks of today. Another perspective suggests that such platforms, these firm market hybrids, are the new economic institutions. I mean, in the past, strength in property rights, contract law, banking, these economic institutions were instrumental in spurring economic growth in certain countries by facilitating more market-based exchange between firms and greater economic activities for consumers. In the future, online trust infrastructures created from reputation systems and digitizing real-world social capital, as well as the repositories of individual reputation profiles constructed from these data trails that the transactions generate, could have the same effect. Interestingly, these cross-geographic borders facilitating peer-to-peer exchange that bypasses national barriers and posing interesting future legal and trade issues, and perhaps forcing a renewed need for global business laws. Finally, what is really interesting about such platforms is that they are not just market organization hybrids or new digital institutions. They are also starting to look like what an academic like me would call a convex combination of a firm and a government. What I mean is that these platforms start to take on some of the regulatory and governance roles that were previously ascribed to a city agency, a state government, or a central government. So these new 21st century organizations, like Airbnb, like Uber, like Etsy, like BlaBlaCar, like KissKissBankBank, like Kickstarter, they seem to be one example of a broader trend wherein platforms, either privately held or otherwise, are replacing many of the roles traditionally played by government institutions. This goes beyond privatization. This is not the same debate as like public companies and private companies. This is taking on the roles of government. For example, copyright law aside, iTunes and Amazon, which are both platforms for digital goods, have become the de facto arbiters of intellectual property rights between content creators and consumers. Facebook and LinkedIn are increasingly becoming important providers of identity once the purview of the government. Cryptocurrencies like Bitcoin, while still in their infancies and on the fringes of a disruptive path, raise the question of whether a decentralized platform can subsume the government's role of backing a currency. Data trails once constructed by law enforcement are now held by platforms like Google. Ushahidi, city regulatory challenges from Airbnb and Uber, the list goes on. Forward-looking government organizations need to fundamentally rethink their current roles and explore new ways in which they can branch into other roles. The British Post Office is an example that often comes up in this regard. While what this may lead to a situation is where initially citizens will ask for this accept of transfer of responsibility from the government to the platforms, perhaps even celebrating its democratizing effect. But my guess is that over time, as the power of these platforms grow, citizens may turn again to their government to try and reclaim some of the rights they have handed over to the platforms. The debates that we've seen over privacy and the ownership of web browsing and search information may be a first example where we have given it to the platforms and we want it back. So to summarize, over the coming decade, we will see a substantial restructuring of our organizational economy, taking it closer to a market economy. New institutions will mediate significant fractions of economic activity, threaten incumbents with disintermediation, spawn vast new levels of micro-entrepreneurship,
and put pressure on existing regulatory structures, while hybrid matrix and network organizations will also continue to emerge. We will face new worker protection issues, see the emergence of new collectives, formulate new approaches to global trade and legal issues, deal with new ownership structures and new issues of sustainability and social responsibility, and have to call into question how we fund capital contributions to society. We've got a great lineup of panelists for the rest of the sessions. Thank you for inviting me to start. Merci beaucoup, Haroun, de cette présentation très claire. Je crois que comme on a un peu pris de retard à cause de la session précédente et pas de la nôtre, donc, on est dans les temps, mais néanmoins essayez effectivement de rester vraiment dans vos 5 minutes. Je passe tout de suite la parole à Arantxa González, peut-être nous expliquer aussi qui est l'International Trade Center, et pour votre présentation pour 5 minutes. Arantxa. Merci beaucoup. Je vais vous parler un peu de ce que je vois être l'entreprise au XXIe siècle, de ma position en tant qu'observateur des entreprises. Je dirige une organisation des Nations Unies qui aide les petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement à s'internationaliser. Donc, pour moi, l'entreprise du XXIe siècle sera l'entreprise qui sait s'adapter à l'incertitude. Alors, ça veut dire quoi ? Incertitude, et c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, on a un stock de règles multilatérales en matière de commerce, on a un stock de règles de plus en plus dans le domaine de la finance, on a un stock de règles en matière de propriété intellectuelle, et pourtant l'incertitude est aujourd'hui exponentielle par rapport à l'incertitude il y a 50 ans. Alors ça veut dire quoi s'adapter à l'incertitude ? Ça veut dire d'abord s'adapter aux changements dans la finance, mais surtout aux changements dans l'environnement. On a vu, les entreprises voient de plus en plus l'environnement, les changements climatiques comme un élément qui a un énorme impact sur les activités. Et déjà, suite à des ouragans, suite à des pluies, on a vu les entreprises, par exemple, réduire le nombre d'intermédiaires dans les chaînes de production. Donc, première grande ajustement, si vous voulez, ou adaptation de l'entreprise, c'est une adaptation à l'environnement, au changement climatique. Deuxième ajustement de l'entreprise, c'est aux incertitudes du marché, c'est-à-dire aux nouvelles technologies, c'est-à-dire à des nouveaux services et de nouveaux produits. Entre parenthèses, l'entreprise du XXIe siècle, ce n'est pas simplement une entreprise qui travaille dans la manufacture des produits industriels. C'est de plus en plus dans l'agroalimentaire et la grande transformation qui est l'entreprise des services. Donc, il faut l'entreprise gagnante, celle qui va être la première à développer un produit, la première à développer un service, à se faire une place dans les nouveaux secteurs, comme on vient d'écouter de notre collègue. Alors pour cela, il faut évidemment investir énormément dans l'intelligence du marché, dans la connaissance des marchés, et il faut surtout investir dans la recherche et le développement. Cela veut dire investir sur les systèmes de propriété intellectuelle, mais des systèmes de propriété intellectuelle qui vont devoir s'ajuster à cette réalité, à cette transformation constante de la technologie. Le troisième grand changement, le troisième ajustement des entreprises, c'est des entreprises qui ne travaillent plus dans un marché ou dans deux marchés, c'est des entreprises qui travaillent dans un monde multipolaire. C'est des entreprises qui doivent s'ajuster à la demande qui, elle, est très différente selon les marchés. Ça veut dire les entreprises vont vouloir être près du consommateur. Ils vont être près de là où se trouve la demande. Cela veut dire pas simplement concentrer les centres de production et les centres de recherche et développement dans un endroit et servir la demande ailleurs, mais ça veut dire de plus en plus mettre les centres de recherche et développement, mettre les centres de design, de recherche de marché près de consommateurs aussi.
Et on voit les grandes entreprises, et en Europe et aux États-Unis, délocaliser aussi les centres de recherche beaucoup plus proches du consommateur. Cela fait apparaître des chaînes de valeur qui sont construites autour de pôles, des pôles qui, eux, sont multiples, des pôles qui sont construits, encore une fois, près de consommateurs, là où se trouve la demande pour les entreprises. Dans cette gestion de l'incertitude, à mon avis, il y a quand même 4 certitudes. Certitude numéro 1, il y a les derniers continents où la croissance est importante, mais où les marchés sont encore assez inexploités, qui s'appellent Afrique subsaharienne. Donc, il faut regarder la Chine très attentivement, il faut regarder l'Asie très attentivement et l'Amérique latine, mais il y a un continent où les classes moyennes aujourd'hui, c'est 120 millions, où les classes moyennes en 2060 seront... En 1 minute, vos 4 points, s'il vous plaît. 1,3 milliard, donc Afrique subsaharienne. Deuxième certitude, les modes de distribution, c'est de plus en plus les e-commerce, c'est le commerce électronique. Troisième certitude, l'entreprise doit beaucoup plus partager la valeur, pas simplement avec les actionnaires, mais aussi avec la société. Quatrième certitude, les entrepreneurs sont de plus en plus des micros ou des petits et moyens entrepreneurs. Voilà, dans 1 minute. Mais tout ça, c'est pour laisser la place au débat. Vous êtes nombreux à devoir parler. Je passe tout de suite la parole à Alexis Marot-Desgrottes, donc sur l'environnement juridique dans lequel cela se passe pour les entreprises. Si vous pouvez tenir vraiment vos 5 minutes. Merci, je vais y essayer. Alors, bonjour à tous. Pour fonder l'entreprise du XXIe siècle, il faut comprendre l'environnement juridique auquel l'entreprise aura à faire face. Et je vais donc essayer de dessiner les grandes tendances de l'environnement juridique de demain à la lumière des exemples présents, en répondant à votre question, quel ordre juridique pour les entreprises du XXIe siècle ? Alors, une chose est certaine, c'est que l'entreprise du XXIe siècle aura à faire face à la complexité juridique. Car ce n'est pas l'ordre juridique qui l'attend, mais le désordre. Alors, faut-il craindre ce désordre ? L'ordre juridique reste attaché à l'État et il n'existe d'ordre juridique que national ou international. Faute d'État mondial, l'ordre juridique mondial n'existe pas. Ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas souhaitable, car il marquerait sans doute l'hégémonie d'une superpuissance. C'est donc le constat du désordre qui règne, et l'entreprise aura à s'adapter à cette complexité. Alors, si on essaye de comprendre cette complexité, il faut comprendre les sources de la loi. Et la loi est édictée à différents niveaux suivant les sujets qu'elle entend appréhender. Alors, dans les grands traits, le commerce est réglementé au niveau international, la finance et la concurrence sont appréhendées à un niveau régional, c'est-à-dire États-Unis, Europe, Chine. Le droit social, la fiscalité, le droit des sociétés est appréhendé à un niveau étatique. Donc face à cette situation, premier point à retenir, la disparité crée l'opportunisme et la possibilité du forum shopping. Et ce, d'autant plus que la loi permet de plus en plus la mobilité. Une chose est certaine, c'est que l'entreprise du XXIe siècle sera innovante si elle sait s'adapter aux différents systèmes juridiques. Et pour rester compétitive, elle devra être capable d'utiliser les systèmes juridiques les plus adaptés pour ses activités. Alors si je prends un exemple, aujourd'hui les directives européennes permettent de délocaliser au sein de l'Union européenne le siège social d'une entreprise. Et vous avez vu que quelques sociétés du CAC 40 se sont transformées cette année en sociétés européennes. Et donc vous noterez qu'il est plus facile de transférer le siège social d'une société européenne au sein de l'Union européenne. Deuxième point à retenir, c'est qu'il faut comprendre que l'État est affaibli dans sa souveraineté par la multiplication des interdépendances, qu'elles soient régionales ou mondiales. L'État est menacé dans sa territorialité par des flux immatériels d'informations, de capitaux. Et l'État a donc la tentation de la loi extraterritoriale. Et l'exemple dans l'actualité, c'est évidemment les ennuis judiciaires de BNP Paribas aux États-Unis, avec une sanction exemplaire.
Les règles de l'Office of Foreign Asset Control donnent notamment compétence aux États-Unis sur toute transaction en dollars. Et donc, dans cet environnement, l'entreprise du XXIe siècle doit comprendre les règles qui s'appliqueront à ses activités et à ses contrats. Tous les grands contrats ont comme référence le dollar. Alors, les parties, généralement, choisissent une juridiction. Dans leur contrat, elles choisissent une loi applicable ou elles renvoient à l'arbitrage pour ne pas dépendre d'un système judiciaire d'un État. Et avec la loi extraterritoriale, l'État revient en force dans le contrat, et ce, en contradiction avec la loi des parties. Donc la conséquence, c'est qu'en pratique, les règles de l'OFAC ou du FTCA américain, qui sont la fiscalité, la transparence sur la fiscalité américaine, doivent être prises en compte dans tous les contrats. Alors il faut noter que certains acteurs s'organisent. Par exemple, la Chine et la Russie ont conclu un accord pour ne plus conclure en dollars. Alors je fais une petite digression. Si l'environnement juridique de demain sera complexe, il sera aussi contradictoire. Comme vous l'avez vu, BNP Paribas n'a enfreint aucune règle adoptée par l'ONU, par les États européens ou par la France. Et la France est d'ailleurs n'est pas favorable au maintien des sanctions américaines contre Cuba. Cela pose donc une question de légitimité, mais cette question de légitimité, elle est clairement à traiter au niveau politique. Voilà, donc en conclusion, je ferai un tour d'horizon mondial. Vous l'avez compris, la tendance américaine, c'est l'extraterritorialité, mais les États-Unis ne l'imposent que quand ils ne sont capables de l'imposer. En Europe, la tendance à l'hégémonie et à l'extraterritorialité fait défaut, probablement par manque de cohésion et difficulté à trouver un accord. La préoccupation, c'est l'harmonisation qui conduit aux possibilités de mobilité intrarégionale et de forum shopping. Et à l'Est, la tendance est différente. Dans sa construction, la République populaire de Chine a lutté contre l'extraterritorialité des puissances étrangères dans des zones de concession. Et la Chine a dans ses principes fondamentaux le respect réciproque de la souveraineté et l'intégrité territoriale. Mais à l'Est, il faudra surveiller. Là, clairement, je pose la question, pourquoi la Russie n'imposerait-elle pas des sanctions à l'égard de grandes banques américaines ou des entreprises européennes ? Bref, je finis, et c'est ma dernière phrase, pour appréhender cette diversité, pour rester compétitive, clairement, la fonction juridique, la fonction compliance est essentielle dans l'entreprise du XXIe siècle et elle sera clé et un investissement à ne pas négliger pour gérer le désordre juridique mondial qui est actuellement fortement dominé par les États-Unis. Merci beaucoup Alexis. Effectivement, c'est un sujet d'actualité. J'aurais 1000 questions, mais je ne les poserai pas maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est un sujet effectivement qui a beaucoup troublé. Justement, on parlait de l'Est. Nous avons donc à mes côtés Bing Xiang qui va parler. La Chine sera la première puissance mondiale par le PIB plus tôt que prévu dès la fin de cette année selon les statistiques, les nouveaux calculs du FMI. Donc ma question est simple et vous allez tenter d'y répondre en moins de 5 minutes si possible. Est-ce que l'entreprise du XXIe siècle sera chinoise, forcément ? Well, morning everyone. Thank you so much for having me here. And then I will share with you about the 3 potential elements of a 21st century, the way I see it. The first one is being global. I mean global, having a global mindset and has the ability to leverage resource globally to compete anywhere. Even you compete in this region, you need to learn how to leverage resource globally with the technology, innovation capabilities, and other aspects. And also, we may need to leverage better on diversity, see the diversity as an asset, not liability. Actually, the diversity may be essential for civilization to advance, not on the economic front. We may need to live differently, to work differently, for different talents to emerge. You know, I can see the difference between lifestyle here and lifestyle in China. China time is money. We have no time to enjoy life. You know, here is very different. You know, we're really jealous of that. You know, and yes, and also I see the context of China where you see. You don't need to be a cutting-edge innovation. You know, you can imitate. Even you can be a copycat sometime.
You see Samsung. Samsung may not be a leader in original innovations, but it's a huge, great, successful company, just being like an application innovation. You see Jack Ma, Alibaba. You see Tencent. You see Baidu in China. Huge company, not being able to innovate. But you do the innovation, I do the following. So it's not a terrible strategy either. So that's very important. It's globalized. So there's some advantage of being global. And then also this information democratization also very important. So Americans do all the innovation. They're really good, but we do the application. That's a good combination, by the way. And then this is the first. Second point is about technology social interruptions. I think for the future, any leader of any global company, we must be prepared for all the major technology disruptions, whether it's internet, life science, third industrial revolution. But also we need to be prepared about social disruptions. You see many of that in China. China is the country where we spend more money on stability and national defense. You will see the occupying Wall Street and many other disruptions as well. So that means the leaders must be ahead of the curve, think ahead of the curve. This change, what does it mean for me, for the new business environment? So this is be well prepared. And also means the business will be more social oriented than in the past, not just the shareholder value, not just the workers' benefit. It's far more social benefits expected from business in the future. The last one is my concern about what I call collective myopia of humanity. There's a need for truly long-term view. If you travel around the globe, if you talk about political or business systems in the East, in the West, or the political system in the East or West, virtually there's limited elements of long-term consideration. I'm talking about 100, 200 years, not 10 years long-term planning. We had one when we had the dynasties, this father, son, grandson system, the emperors. Primarily we had one female emperor. So he or she had a long-term consideration of 200 or 300 years, But today, our political system, 10 years is long-term. But 10 years is very short for humanity. So I think it's a combination political system, and democracy included, and the philosophy we teach in the business school, we preach in the business school. These two together may spell the end of humanity. I'm serious about that, No long-term consideration whatsoever. We're taking so much pride in our system. Actually, we may be going down the hill altogether. You see the climate change. So I think for the future, whether it's the business or political leaders, we must instill a sense of really long-term consideration somehow, some way, whether it's the political system or business system. So the 21st century is essential element for humanity to survive the long-term element. That was the reason why our business school brought humanity into the curriculum, MBA, EMBA, and non-degree program in 2004. We could not change the political system in China or anywhere. We cannot change the business system. But I think the seeds of humanity may be essential, at least conducive to introducing some long-term elements of consideration, having a historical perspective of all the things you do, whether political, business-wise. Thank you so much. Yes. As you have been very short, you have 1 minute more for one question. What about internet in China? And what about an eventual conflict between internet in the West and internet in China? Well, for the internet sector in China, in the past, it's pretty much imitating. When the US had Google, we had Baidu. When I had the Ctrip, when I had Expedia, we had a Ctrip. But more recently, you see some of the great innovation coming out of Tencent, Jack Ma's Alibaba. So China has been a copycat for the past 10 or 15 years. But you see many innovations coming out of China, not necessarily coming from the Chinese, because China has already become the largest market. Money talks. When you have a largest market, you have a flood of talents from around the globe, not only just from France, from US, from Israel, from around the globe, coming for opportunity. So China going to be as innovative as the US.
I mean, U.S. innovation will not be coming from U.S. people per se. They're coming from the Chinese, the Indians, Italians, the Russians, So China will become like that because China already become largest market. Since 2008, China has been largest contributor to economic growth by far. And to me, China is the most globalized economy on earth because no model in China is dominating. French company doing so well. In France, it's the French model. In the US, American model. In UK, it's British model. In China, no model. Every model doing so well in China. Yes. Thank you, merci. Merci. On poursuit notre tour de table. Je passe maintenant la parole à plusieurs chefs d'entreprise, commençant par Mark Dixon, fondateur de Regus, qui est une entreprise de services bien connue. Mark, quelles conditions pour développer les entreprises au XXIe siècle en 5 minutes? I think in the 21st century, there's going to be many more entrepreneurs, a flowering of entrepreneurialism. The internet changes everything, and it's easy for you to start a business tomorrow in your bedroom and be national the next day and global the following day. And as Aaron said, the tools to support you are all there, and they're coming fast. Funding tools, crowdfunding, shared infrastructure, it's all there. It's very, very easy these days to start a business. All you need are people that have entrepreneurial spirit, and generally people have that. If the conditions are right, they will grow and they will develop and flourish. The obstacles are in the legal systems and in government policy, which really hasn't caught up with an entrepreneurial computer age, internet age. And that's the only thing that does slow it down and will slow it down in the future. The internet plus these entrepreneurs are going to break today's business models. And then they're going to put them back together in a completely different way. Small will be beautiful in the future and possible. And all companies in the future, whether they're small, medium, or large, are going to rely on a lot of outsourced small providers. All of that tied together by, it's an informal structure, but it's tied together in a very, very formal way by the internet and by software. And there's lots of advances coming in software that will allow companies to use outsourced providers, decentralized groups, maybe all over the world, in a way they couldn't before, because they can see and measure productivity and activity. So corporate structures are going to fundamentally change. And there's going to be a dramatic reduction in the size and complexity, especially in large corporations that are finding it more and more difficult to operate in many countries. But size and synergies from size are also important, so new models expected there. Shared infrastructure, and that shared infrastructure, that means offices, which is the business I'm involved in, but also factories, shared factories where new computerized production equipment can be shared by lots of individual companies. It's not owned by a single company that only uses it. Research centers started to be shared more and more, and then cloud-based software shared by everyone. That pulls it all together, makes everything possible. So using these platforms will become the new normal. That's what companies will use in the future. And all of this is happening globally. If you look at my own company, Regus, we're operating now in 110 countries. And I can tell you that this change, this revolution in business practice is occurring throughout Africa. It's as apparent in Africa, in Kenya, as it is here in France. It's the internet changing everything and a young generation coming through using the internet that's making those changes. Successful companies of the future are going to have to be and are being more flexible, more nimble, quicker to react to opportunities and threats, and doing all of that on a global platform. They're going to be managed by this new generation, these new millennials. They're the people, the teenagers of today, who, for them, using computers, apps, games, that's what they do every day, and that's how they're going to run businesses tomorrow in a way hard for people of my generation even to consider and understand today. And when these people
come into the marketplace, come into companies, they're going to accelerate these changes even more. So all this in a world that's likely to become more open, more accessible, more global, opened up and flattened by the technology of the internet. In fact, it's only global political policy that can slow that down. But it is a brave new world that's coming. It's a world where the business models will be completely and fundamentally changed. It's coming rapidly. We're talking about the 21st century. That's 100 years. These changes are coming now. Many of the companies, the pioneers, are already doing this. It will become the norm tomorrow. So it's coming in the next few decades. It's not something that's down the track in 30 or 40 years. It's coming fast. Just moving, and I'll finish my final comments, I have to come back to the wine industry, which I got into by chance 10 years ago, and coup de cœur, as they say. It wasn't a very good financial investment, I can tell you. But since that time, I've expanded that operation because I found it challenging to be involved in a business that was so traditional. People have been making wine in Provence for 2,000 years or more. But it's an industry today that is being changed fundamentally by the internet, in particular with larger concerns such as mine, where today we know intimately, and we have 2.5 million vines, we know every single one of them, and we can measure how much fertilizer we're so biofertilizer is expensive. We can decide with robots, with GPS, with software, exactly how much fertilizer to give each vine. All the vines are planted by robots in exactly the same lines. It's a business that has transformed in the 10 years I've been involved with it, as technology helps you change, reduce costs, and improve quality. At the end of 10 years, we have a better quality product than we had 10 years ago. The wine's better, and we're doing it at lower cost, which is important. So when I said at the beginning, the internet changes everything, technology changes everything, it does. And in my view, and Aaron probably knows a lot more about this than me, we're still at the beginning. We're at the pioneering end of the computer age, where entrepreneurs are just discovering all the things that they can do with this wonderful technology that's there. We're 10%, 20% into what will be a very big change in the future. So I look forward to seeing how this all develops. Thank you all very much. C'est vrai que la qualité des vins rosés s'améliore. Philippe Val, je n'oserais pas vous poser la question, est-ce que la Poste est une entreprise du XXIe siècle? Évidemment, elle l'est, mais elle est bousculée. À quelles conditions, finalement, une entreprise comme la Poste se prépare à traverser cette révolution? Et quelles sont vos visions là-dessus? 5 minutes, s'il vous plaît. La question est historique, et donc la réponse partira de l'histoire. En fait, vous ne le savez pas, mais en 1499, à cet endroit, à l'université d'Aix-en-Provence, et créée par Louis II, comte de Provence, il y a eu un colloque sur comment devenir l'entreprise du XVIe siècle. C'est vrai, ça a eu lieu ici. Et donc, nous les postiers, nous nous posons pour la 6e fois dans notre histoire comment rester l'entreprise du XXIe siècle. Jamais, au cours des 5 colloques précédents, 1499, 1599, 1699, jamais la question n'a été aussi bouleversante, complexe et difficile. Car notre métier, non seulement est transformé, mais une partie du métier disparaît. Just vanished. Et donc la question clé de la pérennité d'une entreprise dans le XXIe siècle est évidemment essentielle pour nous. Ce qu'ont dit Haroun, Bing, Marc à l'instant montre bien qu'il faut tout changer et que les formes d'entreprise seront très différentes. Et j'ai bien aimé ce qu'on a dit sur Small is Beautiful. Il va y avoir des tas d'entreprises. Je voudrais bien qu'on n'oublie pas 2 choses.
La première chose, c'est que même s'il y a des tas d'entreprises, les entreprises, en tant que forme d'organisation humaine, sont en compétition avec le marché. Il y a donc au cours des siècles, et nous, puisque ça fait 6 fois qu'on se pose la question, on voit bien comment les foires du Moyen-Âge se sont développées et comment les marchés contestent le rôle des entreprises. Il faut donc nous poser la question, pas simplement du point de vue des formes de l'entreprise, mais de la compétition avec les marchés dans l'organisation de l'économie et des sociétés humaines. La deuxième chose, c'est, bien sûr, il va y avoir des tas de formes d'entreprises, mais je crois qu'il y a une question qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est celle du pouvoir. Il y a beaucoup de petites entreprises, small is beautiful, mais à la fin, le pouvoir économique se polarise et il y a les GAFA, c'est-à-dire des entreprises méga mondiales qui détiennent un pouvoir économique, politique, sur la vie privée absolument considérable. Et il ne faut donc pas que la diversité des formes de l'entreprise atténue ou chasse cette question du pouvoir. Je crois que la globalisation posera des problèmes de concentration du pouvoir économique à travers des grandes et des méga-entreprises mondiales, et on n'est qu'au début du processus, qui fait que ces méga-entreprises, notamment parce que les réseaux et la société civile vont réagir, seront intenables sur le long terme si elles ne se transforment pas. Et j'en viendrai donc, maintenant que la réponse historique est posée, à la façon d'être une entreprise du XXIe siècle. Je crois que la seule façon d'être une entreprise du XXIe siècle, et c'est comme ça que nous allons essayer, nous, de nous organiser, c'est d'être au service de la société. Nous plaidons donc pour une inversion des priorités des parties prenantes de l'entreprise. Nous venons de vivre des décennies de priorités au marché financier et aux actionnaires. Le résultat de tout ça, ça a été une planète qui a été au bord de la rupture, au bord du précipice, au bord du cataclysme financier planétaire. Et c'est notamment parce que les actionnaires ont imposé leur logique de valeur. Je crois que les entreprises, qu'elles soient petites, entrepreneuriales, plateformes, disruptives, méga, devront apporter la preuve qu'elles sont utiles à la société. Et c'est comme ça, en tout cas, que nous essayons de tout transformer à l'intérieur de la Poste, en gardant le sens qui est d'être utile à la société. Bien sûr, le business est important. Bien sûr que le return on sale, en français, est important. Bien sûr que le return on equity, toujours au français, est important. Mais si une entreprise n'a pas de sens, elle sera condamnée par la société, par ce XXIe siècle, des réseaux et des citoyens. Il y aura une exigence vis-à-vis de l'impact social de toutes les entreprises qu'évidemment nous appelons de notre vœu, car pour nous, c'est l'un des éléments clés de notre avantage compétitif. Donc ce que nous allons faire dans notre plan stratégique, dans les 5 années à venir, qui est évidemment de transformer en profondeur ce groupe qui se pose cette question depuis 6 siècles, c'est bien sûr en permanence de continuer à montrer que nous sommes utiles à la société. En fait, l'entreprise de demain, peu importe sa forme, les entrepreneurs choisiront. C'est d'ailleurs le temps des entrepreneurs. Nous sommes dans la période de Joseph Schumpeter. Voici venu le temps des entrepreneurs. Mais à qui appartiendra le pouvoir économique? Et la concentration des pouvoirs économiques sera telle que je pense que même les GAFA seront conduites et obligées, je crois que c'est notre intérêt à tous, forcées à démontrer qu'elles sont utiles à la société. Par exemple, qu'elles payent des impôts comme les autres, qu'elles respectent les lois sociales comme les autres. Donc, l'entreprise du XXIe siècle sera sociétale ou ne sera pas. Notre tour de table avant de passer aux questions. Il nous restera 15 minutes pour débattre entre nous, donc on a à peu près tenu les délais. Néanmoins, Olivier, n'en prenez pas parti pour faire plus que vos 5 à 7 minutes.
Donc allez-y pour la dernière prise de parole, cette table ronde avant le débat. Merci. Dans les pays occidentaux, en fait, et pour reprendre aussi un fil historique comme Philippe, on a connu des formes dominantes du capitalisme. On le sait, au 19e, au début du 20e, on avait un capitalisme familial. C'était les familles qui tenaient le pouvoir en tenant le capital. La forme dominante suivante a été le capitalisme managérial du milieu du XXe siècle jusqu'aux années 80, avec la prise du pouvoir de la technostructure dans les entreprises. Puis, dans les années 80, on a un retour vers l'actionnariat, pas familial, pas spécifiquement familial, mais vers l'actionnariat, avec un retour du pouvoir actionnarial qui reprenne le pouvoir à l'intérieur de l'entreprise et alimente des intérêts des dirigeants sur les intérêts des actionnaires. Et dans les années 2000, on peut se poser la question de savoir si on va passer donc au XXIe siècle vers un capitalisme partenarial, celui dont parlaient Philippe et beaucoup d'autres ici, c'est-à-dire celui qui permet bien sûr de prendre en compte l'intérêt des actionnaires, mais aussi celui des clients davantage, celui des salariés et celui de la société et les intérêts de la société tout entière. La question sur laquelle je vais me concentrer maintenant, puisqu'on voit bien que ces formes successives de capitalisme, à chaque fois, ont eu des modes d'organisation spécifiques des entreprises qui ont été liés. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne clé d'entrée pour s'interroger sur qu'est-ce que sera l'entreprise du XXIe siècle. La question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, me semble-t-il, est double. C'est celle de quelles sont les forces pour inciter à ce passage au capitalisme partenarial et quitter le capitalisme actionnarial de façon, encore une fois, sous forme dominante. Et puis, évidemment, quels modes d'organisation des entreprises vont correspondre à ce capitalisme partenarial, puisque à chaque mode correspond un type d'organisation. Alors, pour la première question, au fond, je pense que le capitalisme actionnarial, à travers ses excès, notamment dans les années 90 et dans les années 2000, a conduit évidemment à une rupture et à des crises majeures financières et économiques que nous venons de connaître et qui ne sont pas totalement terminées, puisque des normes de ROE étaient devenues insoutenables, qui ont poussé à de la créativité comptable, comme on le sait, qui ont poussé souvent à du surendettement des différentes parties, ménages comme entreprises, États, à des LBO, LBO de LBO, etc., mais aussi pendant des années à faire en sorte que les dividendes montent par rapport aux profits pour sécuriser les rendements des actionnaires en insécurisant souvent les salariés. La question donc, évidemment, c'est que la première force qui conduit à passer au capitalisme partenarial, c'est celle de l'échec partiel du capitalisme actionnarial. Cependant, les corrections de la crise apportent toujours évidemment des passages, des transitions à de nouvelles formes, comme toute crise, mais la réaction de l'opinion pour une moralisation, me semble-t-il, est un argument insuffisant pour penser qu'on va passer au capitalisme partenarial qui prend mieux en compte les intérêts des clients, des salariés et de la société, parce qu'au fond, à chaque fois qu'on a une grosse crise, on a évidemment un retour de morale, et puis après la crise, on le sait, on a une sorte d'aveuglement au désastre, un oubli progressif des raisons précédentes de la crise, et les choses peuvent très bien revenir comme avant. Et donc, le seul fait qu'il y ait eu crise du capitalisme actionnarial ne me paraît pas suffisant, si même c'est une des raisons, pour comprendre et expliquer l'apparition durable du capitalisme partenarial. Et c'est pourquoi j'y vois, quant à moi, en essayant de chercher cela, plusieurs forces profondes et durables. La première, au fond, qui va englober les autres, à mon sens, est la révolution technologique. Cette révolution technologique, tout d'abord, je commencerai par les clients, induit une révolution commerciale. Cette révolution commerciale bouleverse les rapports de force entre les producteurs, les distributeurs et les clients. Le pouvoir passe bien davantage aux clients, on le sait, parce qu'ils sont plus libres, plus avertis, ils ont plus d'informations, peuvent plus comparer les prix, ils ont plus la liberté de changer. Évidemment, ça remet le pouvoir du client au centre des intérêts des entreprises, ce qui fait que beaucoup d'entreprises ces derniers temps ne cessent de parler du fait qu'elles sont centrées sur les clients, comme si c'était nouveau. Oui, il y a une partie de nouveau réel. Ça inverse le pouvoir, mais aussi ça inverse le pouvoir du coup dans les rapports entre les producteurs et les distributeurs. Il me semble que là, la force du distributeur revient. Si le client prend le pouvoir, alors on quitte
une hiérarchie de pouvoir traditionnelle née du XXe siècle où le producteur choisit ses distributeurs, impose ses produits et le distributeur impose des produits au consommateur. C'est le consommateur qui a le pouvoir. Le distributeur, s'il fait bien son métier, s'il a une excellente connaissance des clients, s'il se sert de son big data, comme on dit aujourd'hui, s'il fait bien du CRM, du Customer Relationship Management, comme on dit bien aujourd'hui, s'il arrive à anticiper les besoins du client, à satisfaire le client, alors s'il prend aussi le client comme consomme-acteur, il va trouver les solutions. Et en trouvant les solutions avec le client, il prend le pouvoir sur le producteur parce qu'il va mettre en compétition les producteurs pour faire en sorte de trouver les meilleurs produits pour le consommateur in fine. Et on voit un renversement et un bouleversement des rapports de force historiques qui est en train de se faire jour entre producteurs, consommateurs, distributeur. Évidemment, si le distributeur ne sait pas maîtriser ses clients, s'il n'a pas la capacité de les comprendre, de les fidéliser, alors ils sont fragilisés beaucoup plus que jamais, puisqu'aujourd'hui, on peut aussi vendre en direct naturellement. 1 minute 30. La révolution technologique induit aussi des comportements différents des salariés. Et c'est cela, à mon sens, qui met aussi le salarié à nouveau au centre de l'entreprise. Pourquoi ? Et avec des impacts sur l'organisation. Tout simplement parce que les hiérarchies verticales aujourd'hui sont bien moins acceptées et acceptables et bien moins pertinentes. Aujourd'hui, les cadres ne peuvent plus être crédibles et entraîner les salariés s'ils ne fondent pas leur autorité sur la valeur ajoutée qu'ils apportent à leurs équipes et non pas sur la détention d'informations. Aujourd'hui, l'information est libre et gratuite, elle circule dans toute l'entreprise. On ne peut plus être cadre et manager en se prévalant tout simplement d'une fonction hiérarchique. Deuxièmement, pour les mêmes raisons, il y a un besoin d'autonomie des salariés qui est grandement accru. On voit bien que toute la révolution technologique pousse aussi à cette autonomisation des individus, donc des salariés de l'entreprise. Et donc, ça repose aussi la question de l'entrepreneuriat au sein même de l'entreprise. Comment faire en sorte qu'on donne la capacité d'initiative, qu'on donne la capacité d'être entrepreneur au sein même d'une entreprise. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des grandes entreprises de savoir procurer cela, alors même que, par essence, elles peuvent le réduire. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des rapports entre les petites entreprises et les grandes entreprises que de pouvoir faire fonctionner tout cela. Aujourd'hui, les individus salariés ont beaucoup plus besoin de compréhension, d'adhésion, du pourquoi de la stratégie, du pourquoi de la façon de s'organiser, besoin de sens. Il faut absolument prendre cela dans la dimension managériale. Aussi, je pense que les organisations très hiérarchisées et verticales sont beaucoup moins efficaces qu'hier parce que, elles mobilisent bien moins leurs salariés. La proximité managériale est cruciale. Deuxièmement, les entreprises verticales très hiérarchisées sont plus rigides, moins flexibles, donc elles répondent moins à la complexité du monde et de l'environnement. C'est plus difficile de se gérer ce genre d'entreprise qu'avant, et ça se sent très bien. Aujourd'hui, la taille et la centralisation engendrent de l'entropie. Au contraire, les entreprises organisées, me semble-t-il, en leur sein ou entre elles, en réseau, entre les différentes parties de l'entreprise ou entre différentes entreprises, sont plus adaptables, plus efficaces. La décentralisation, le couple centralisation-décentralisation passe un peu du côté de la décentralisation. Olivier, il faut conclure vraiment là. Vraiment. Plus de proximité managériale, j'ai terminé. Plus de proximité des clients, plus de capacité intra-entrepreneuriale, j'en ai parlé, plus de capacité d'absorption des chocs, des mutations, de la complexité. J'insiste pas parce que Philippe aussi en a parlé sur la révolution technologique qui amène à bien plus prendre en compte la réputation, donc la société dans son ensemble, parce qu'aujourd'hui on ne fonctionne plus sans avoir sur Internet en permanence des remarques sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, et évidemment cela joue et rétroagit sur l'entreprise. En fait, toute entreprise est un organisme biologique, et comme tout organisme biologique, elle vit un compromis permanent, un équilibre instable entre l'ordre, la verticalité, les routines homogènes de gestion, et à l'envers, l'autonomie des parties, la capacité d'initiative, etc. L'arbitrage aujourd'hui se fait clairement vers le deuxième, au détriment du premier, même si les deux sont utiles. Pour conclure, le passage du capitalisme partenarial qui modifie les modes d'organisation des entreprises remet évidemment aux côtés des actionnaires, les clients, les salariés, la société, comme je viens de le dire. Et la bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est que cela n'est pas dû qu'à un échec et à une remontée de la morale temporaire, mais c'est dû à des révolutions comportementales, commerciales, managériales et du rapport entre les entreprises et les sociétés qui sont fondées sur l'évolution technologique. Ce sont des forces très claires qui amèneront, je l'espère et je le pense, à l'émergence de cette forme nouvelle du capitalisme. Merci beaucoup. Bravo.
Il nous reste 10 minutes pour prendre des questions. Il y aura 3 minutes pour Jean-Paul Bedbès pour faire une conclusion, mais ça sera après quelques questions. On a la chance d'avoir, parce que la tradition est de donner la parole à un jeune, parmi les jeunes qui participent aux rencontres d'Aix, un jeune qui est à la fois étudiant et entrepreneur. Alexis, qui est ici, va poser la première question. On essaiera de faire répondre une seule personne, peut-être, pour laisser la place à des questions dans la salle. Est-ce qu'il faut un micro? Lève la main, peut-être. Ici, ici. Il a été dit que le XXIe siècle, c'est celui des entrepreneurs. Et ma question s'adresse aux responsables de grands groupes qui sont présents ici. Quelle relation entretenez-vous avec les startups? Est-ce que vous n'avez pas peur que finalement ce soit elles, les entreprises du XXIe siècle, et pas vous? Est-ce que vous souhaitez collaborer avec, ou est-ce que vous les ignorez en favorisant l'entrepreneuriat comme peut-être à la Bren? Philippe, allez-y. Nous, non seulement nous n'avons pas peur des startups, mais nous en avons besoin. Soit nous les finançons, comme par exemple KissKissBankBank, dont Bing a parlé tout à l'heure, et Haroun aussi, soit à travers un processus qui s'appelle Start in Post. Nous avons un incubateur où nous travaillons avec elles, soit nous essayons de les attraire à l'intérieur du groupe en gardant leur autonomie. Donc pour nous, c'est une forme importante de l'innovation que ce partenariat avec tous ces entrepreneurs. Il n'y a pas de monopole de l'entrepreneur. Marc, peut-être là-dessus, sur les startups, la place aux startups? Yes, for us, as we become a bigger company, going from a startup to a bigger company today, we have a huge number of partners. So we're built in partnership with many small entrepreneurs and large companies. And we're probably working today with 5,000-6,000 partners around the world. And our ability, and I've heard it, I think, from everyone today, almost everyone today, our ability to react and change and be flexible is based around our ability to work with those companies. So we have less permanent people in our group, a lot more outsourcing, and it's part of our ability to grow quickly today. Well, in the case of China, the reason we succeeded, not because of state capitalism, I would say despite of the state capitalism. And then the private sector contributed 60% of GDP of China last year, 80% jobs, over 90% of new jobs. So being entrepreneurial is the DNA of the Chinese. To me, we're maybe too much entrepreneurship to me, I mean, not enough, we're very good entrepreneurial. We're not very good at being innovative in the past. And compared with the Japanese, we have no patience for something, the ability to concentrate on detail, do it for 30 years, should it be excellent? We don't have that. To me, personal view in China is opposite. Maybe we need to come down a little bit, being entrepreneurial, and they go with the other side. Aaron, one word. Sure. I think that entrepreneurship and startups are going to be increasingly central. But I think our model of what is normal entrepreneurship will change. We're used to startups aiming to become billion-dollar companies, IPO. In some sense, this leads to the kind of entrepreneurship without innovation that Bing sort of referred to. And I think in equilibrium, we'll see a lot more entrepreneurship that starts small scale and remains small scale and innovates through these new sort of firm market platforms. And so, yeah. D'autres questions dans la salle? On va prendre une ou deux. Allez-y, si le micro est là. Oui, essayez d'être court sur la question, s'il vous plaît. Viviane Netter, professeure de gouvernance. Aux États-Unis, et précisément ma question s'adresse peut-être à M. Haroun, on voit apparaître dans 19 États des benefit corporations avec précisément une vision très responsabilité sociétale. Alors, qu'en pensez-vous? Par ailleurs, il y a un autre mouvement, on parle beaucoup de financial therapy. Alors, est-ce que tout ça, ça participe précisément à la compagnie du 21e siècle? Alors pour vous, Haroun, peut-être précisément, est-ce que Benefit Corporation, c'est la solution idéale ou pas? Merci. Haroun? Okay, I think I got the translation of the question right. I interpreted it as asking whether
I mean, in an era of greater social responsibility, like, sort of what, is a benefit corporation one? But what's the movement on the social responsibility in companies in the US? I think that there's, like, as one of my sort of distinguished panelists pointed out, there is a heightened attention that is being paid by all companies to social responsibility and to sustainability. I think that there's a tension that sometimes comes between people who want to start a company that is socially responsible and the traditional shareholder sort of corporation model. So, what I expect will happen is that, I mean, benefit corporations certainly, but we need to invent a new combination of cooperative and while sort of still retaining some of the advantages of raising capital, funding R&D that shareholder corporations have. And I think this need is particularly acute for companies that want to be socially responsible or sustainable. The B corporations of the United States go sort of like, make some progress. But I mean, certainly, like, looking at benefit corporations is like, sort of one good model. Juste un mot. Tous ceux qui veulent aller voir où sont les technologies de rupture à l'amphi de Sciences Po, s'ils le souhaitent, veulent partir, parce qu'il est 11h45, je suis obligé de vous le signaler, donc on a un peu dépassé, mais comme on a démarré avec 10 minutes de retard, on n'est pas vraiment en retard. Aranksha voulait dire un mot sur cette question. Et on se prend 5 minutes encore et après on conclut. Ce que je vois, c'est la question de la responsabilité, CSR, comme on dit en anglais, être moins une question de charité et plus une question qui est imbriquée dans l'entreprise elle-même. Donc ce n'est plus j'ai mon business et à côté j'ai une petite boîte qui s'occupe de faire de la charité, de la réduction de la pauvreté, du bien. Ça, c'est devenu dans les DNA des entreprises elles-mêmes qui voient dans tout ça aussi leur propre intérêt, puisque comme ça, ils s'assurent un fonctionnement des chaînes de valeur, par exemple, où il y a plus de participants. Ces participants sont mieux élevés. À partir de cela, ils créent des consommateurs. S'ils créent des consommateurs, ils créent des clients. Donc, ce n'est plus la boîte à côté, mais ça fait partie intégrale de la société elle-même. Social responsibility in China. Well, we're lagging behind Europe. And we're also lagging behind the US in terms of corporate social responsibility. But this issue is so important for the future of China. If you don't settle this well, there's maybe no future of China. Why? Because equal distribution wealth, the first level, usually the entrepreneur taking 80% of the total rent. 20% is shared by 20,000, 30,000, 100,000 employees. So the distribution wealth is totally distorted at the first level. And in China, China probably among the most capitalist country on earth. We have no social programs, no nothing. And the third level, you look at philanthropy giving. For 2012, for the US, the philanthropy giving was about 2% of GDP in the US. In China, it's 0.18%. So we're falling far behind. So we see the Europeans more serious about social responsibility. And we see US ahead of us, but maybe behind the US, behind the European companies, European communities. We Chinese have a long way to catch up. And this is important for China as well. Yes, yes. Philippe, un mot là-dessus et on prend une dernière question et la conclusion. Oui, simplement, j'ai bien aimé ce que viennent de dire Bing et Aranksha, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de sens, de philosophie de l'entreprise, de morale ou d'idéologie. C'est l'intérêt des entreprises, l'intérêt, y compris économique, financier et stratégique, d'intégrer les besoins sociaux. Car sinon, les sociétés nouvelles, avec les réseaux, la puissance des réseaux sociaux, non seulement les combattront, mais les bouteront en dehors du champ économique. Donc, de ce point de vue, les Benefit Corporations, c'est un premier signe que la société ne tolérera pas l'entreprise égoïste et prédatrice. C'est ça qui est fondamental dans le changement de l'économie de marché aujourd'hui.
Dernière question, monsieur, et ensuite la conclusion de Jean-Paul. Oui, bonjour, une rapide question sur un point important qui a été abordé par Haroun, qui je trouve n'a pas été trop développé, c'est les 40 millions de freelancers aux États-Unis. Et donc peut-être une question à vous, et j'aimerais bien avoir une réponse éventuellement d'un des grands patrons de banques françaises. C'est, on a beaucoup parlé de la forme de société, mais comment vous voyez les nouveaux types de contrats finalement sociaux entre les moi compagnies, les moi SA, les prestataires de services que nous sommes finalement tous? Quel type de contrat vous voyez, et surtout dans notre pays qui est la France et en Europe, qui est finalement très accroché à cette espèce de dichotomie CDI, CDD, mais qui ne pense pas à ces nouvelles formes d'organisation. Merci. Okay, I think you raise a really important point. When you go towards market-based transactions, which are more freelance-based, some of the social contract contains within it the firms fulfilling some of these responsibilities of providing the safety net, some of the responsibilities towards their employees. Those get stripped away and have to be replaced. I think we need new collectives that will sort of step in. I think about 50 years ago, if you worked for a large US company, you were guaranteed a pension when you retired. Today, for a large US company, there is no pension plan, but the market has reacted. The market and the government together have created a system where you can plan for your retirement. So I think as we move towards a freelance economy, we'll start to see solutions like that emerge. The challenge is going to be that we have to come up with a way to fund this. Because if we move to a freelance economy, we end up with less corporate taxes, but we also end up with the government and other collectives having greater responsibility to the workers. And so we need to figure out who's going to fund these capital contributions to society. Philippe Val, une déclaration de Michel Sapin, le marché sur le code du travail est trop gros, il a répondu, il suffit de l'écrire en plus petit. Vous en pensez quoi? Nous, d'abord, on n'est pas complètement concernés par le code du travail, puisqu'il ne régit que la moitié de nos 270 000 personnes, les autres étant des fonctionnaires, c'est-à-dire n'étant pas dans le code du travail. Je me sens assez donc concerné par cette question sur les auto-entrepreneurs. Je crois qu'on va avoir une très grande diversification des formes d'emploi. Je crois que les méga-entreprises, les entreprises qui ont une tendance à être prédatrices, vont essayer d'aller vers la fin du salariat. Pour moi, c'est extrêmement clair. Et je pense que la société résistera à ça. Il faut donc que nous, les grands groupes, comme sur la question d'Alexis tout à l'heure, il faut que nous arrivions à intégrer une partie dans l'entreprise matrice que nous devons être, une partie des salariés sous cette forme-là, sous une forme plus flexible. Une partie. Olivier, I agree with everything he's... pardon. Marc? Yes, I think, in a new world, in a freelance economy, I think the issues, apart from the social contract, are around making it much easier for companies to be formed. I know in France, even though you have auto-entrepreneur, it's still complicated. And as soon as you get onto bigger forms of company, unbelievably far more complicated than it needs to be. It was something done a century ago that people are still trying to use today. So the law needs to catch up and so on. I think the other thing is looking at it from a customer's point of view. In a freelance economy, it's hard to know where you're going to get good service. So what I've seen increasingly is the internet being used to actually qualify suppliers. So you can see other consumers of supply commenting on whether that supply was good or not. But even with that, it's too easy for those comments to be influenced. So I believe that in the future, you're going to see the re-emergence of what used to be known in England, at least, as guilds. And these were guilds of craftsmen, people that did something. And to become a member of this, you had to be recognized, you had to have done training, you were qualified. And people went to specialized tradespeople or people that gave service rather than just anyone. So I think, again, there's a new world coming. It's going to be a freelance economy. Everything has to catch up with that because it's going to happen anyway. Can government, can the consumer
work with it, get confident, understand how to use this new world. Olivier, un mot, mais très vite. En fait, toutes les formes du capitalisme historique ont donné des formes spécifiques du salariat ou du rapport de l'individu qui travaille pour l'entreprise et de l'entreprise. On est donc en train de vivre probablement une modification aussi de cela. Comme Philippe, je pense qu'il va falloir intégrer beaucoup dans les entreprises différentes formes de capacité d'entrepreneuriat. Il y aura ceux qui vont entreprendre à l'intérieur du cadre salarial traditionnel. Il y a ceux qui vont créer des filiales avec l'entreprise pour une forme spécifique d'entrepreneuriat. Il y a ceux qui vont avoir leur propre société de start-up avec laquelle on fera des accords de coopération et de bienveillance pour faire développer des choses. Et les formes seront multiples. C'est ça qui, je crois, sera intéressant. Je ne connais pas la forme définitive à l'avance. Probablement, il n'y aura pas de forme définitive. Et c'est la multiplicité, la variété des thèmes qui va fleurir, ce qui va évidemment changer aussi le rapport au salariat. Dorénavant, me semble-t-il. Bon, ça ne se fera pas sans heure, on s'en doute. C'était remarquable, une remarquable table ronde, donc on peut applaudir, je crois, tous les intervenants. Ne partez pas, car les derniers mots appartiennent toujours au cercle des économistes. Jean-Paul, en 3 minutes, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Écoutez, moi je retiens 4 thèmes. 1, on est tous inquiets. On est tous inquiets économiquement, psychologiquement, sociologiquement et même psychanalytiquement. Donc c'est un grand meeting d'inquiets. Deuxièmement, pourquoi on est inquiet? Parce que les rapports entre les marchés et l'organisation sont en train évidemment de changer. C'est une rupture, c'est une révolution sous 2 formes. 1, Internet, et puis 2, les régions, les pays émergents. Autrement dit, ce qu'on appelait la chaîne de valeur qui nous a arrangés est en train de se casser. La chaîne se déchaîne. L'information a pris le pouvoir. Comment on fait? 3e idée, où va-t-on? Il fut un temps où c'était le profit, alors on pouvait dire c'était pas bien, etc. Bon, mais maintenant on a l'utilité. L'utilité, c'est plus confus que le profit. Et donc, comment travailler aujourd'hui pour parler de l'utilité de l'utilité? Comment montrer ce que ça veut dire? Comment la quantifier? Et comment, en quelque sorte, l'intérioriser? La 4e thème, c'est que comme on est tous inquiets, c'est une réunion de peur ici, on a tous essayé... On peut survivre, Jean-Paul. On va tous... Merci à Internet. Merci de montrer que vous avez peur en disant que vous n'avez pas peur. La 4e idée... Mais bien sûr, même pas peur. La 4e idée, c'est qu'on essaie tous de trouver des solutions en disant ce sera plat, ce sera une plateforme, ce sera small, ce sera diversifié, on mettra les petits à l'intérieur des gros, etc. N'oubliez pas quand même que les gros sont là et qu'il va y avoir en permanence une lutte entre les nouveaux et l'ancien. Et nous, l'entreprise du 21e siècle, on est l'entreprise de la nouveauté. On est précisément l'entreprise qui n'a pas peur. Et mon voisin, lui, il est du côté du disclaimer. C'est l'économie du disclaimer. C'est l'économie des pages, c'est l'économie des protections. Mais moi, si je veux avancer, il faut que je n'ai pas peur. Alors bien entendu, il faut que je sois dans la légalité, mais je ne peux pas passer des pages et des pages et des papiers à savoir où j'écris, où je vais être justiciable, dans quelle monnaie, en fonction de quoi. Et donc d'une certaine manière, évidemment, il faut que nous avancions. Évidemment, il faut que nous passions au-delà de nos peurs et de nos inquiétudes. J'ai compris ici que vous avez, ça y est, et que nous allons tous passer du côté de la modernité, c'est-à-dire du côté du courage, au-delà des difficultés actuelles. Et donc, mon idée, je résume, 1, on est inquiet, mais on s'en sortira. 2, il faut réécrire le rapport marché-organisation. 3, il faut montrer quelle est l'utilité de l'utilité, et c'est-à-dire essayer de trouver de manière concrète, précise, pour que les gens voient ce qui se passe, parce que pour le moment, ce n'est pas aussi facile que le return on equity, hein, parce que le return on utility, ce n'est pas facile. Hein. Return, quelle est utilité, quel est ton retour, quoi. Quand est-ce que tu me dis quelque chose par rapport à la société, par rapport aux entreprises, par rapport aux diverses parties prenantes? Il y a par rapport à ça une multiplicité des solutions.
Et donc, il faut avancer. La solution n'est pas écrite, mais la solution doit être dite. Et je pense que nous devons discuter entre nous, parler entre nous, et c'est en parlant que nous avancerons. Merci. Bravo.